Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'UFC 309 qui s'est déroulée l'année dernière. J'ai pas eu le courage de l'enregistrer directement après l'événement, je suis allé dormir puisqu'il y a eu un enchaînement, Paul Craig, Bob Nickal et le combat féminin qui ont failli avoir raison de moi. Donc je suis allé dormir immédiatement après la conclusion de la soirée. Je vais les paupières bien lourdes et ça a été une longue semaine et un long week-end, donc c'était le bienvenu. La semaine prochaine, carte qui commence à 9h du matin, donc on va être un petit peu mieux. Pour ce qui est de l'UFC 309, soirée qui a eu ses hauts, qui a eu ses bas, globalement une soirée plutôt plaisante dans l'octogone en ce qui concerne vraiment le déroulé et le divertissement de la soirée. Je maintiens quelque chose que j'ai largement sous-entendu dans la preview mais dont je vais ouvrir la review avec, c'est que globalement c'est une soirée qui a semblé très inutile. On va revenir un peu sur les combats mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait progressé, qui ait avancé ce soir et finalement je crois que quelle qu'aurait pu être la conclusion du main event, nos aspirations et nos envies de voir le combat entre Jon Jones et Thomas Spinal étaient un peu destinés à être frustrés. J'ai passé une plutôt bonne nuit devant l'UFC 309 mais j'ai pas eu le sentiment d'assister à une soirée très très importante, ce qui est un peu dommage pour un pay-per-view, surtout un pay-per-view à New York. Je vais passer bien sûr rapidement sur la carte préliminaire, sur 3 combats. Très beau KO d'Oman Elliott des Pays de Galles, qui nous vient des Pays de Galles, qui s'entraîne avec Jacques Shore. Il était en retard pour un des juges, donc ça j'ai pas très bien compris parce que selon moi au pire il y avait un round partout, mais moi je disais même qu'il prenait les 2 premiers. Pour un juge il devait finir le combat et il l'a fait de toute façon au début du troisième victoire en 3 combats à l'UFC, une belle année 2024 pour lui. Il a que 26 ans, il est un cran en dessous de tous ces nouveaux prospects des poids welter, Michel Morales, Carlos Prates, mais voilà, doucement Oman Elliott il commence à faire son trou. Comme je l'ai dit, il a que 26 ans, la marge de progression elle est immense, il a pas encore affronté une très très grosse opposition non plus, on va pas se mentir, mais voilà, il est sur le radar maintenant. Moi je vais continuer à avoir un œil sur lui, je trouve que c'est un combattant très intéressant. Juste pour mettre un petit bémol quand même, parce que sinon c'est pas marrant, il a quand même une tendance qu'il a encore là et qu'il a eu dans ses 2 premiers combats aussi, à démarrer les affrontements très doucement et vraiment presque un petit peu sur la défensive, sur le reculoir. Je dis pas qu'il a peur, mais en tout cas il met du temps à rentrer dedans. Peut-être falloir faire attention à ça à l'avenir contre des mecs un peu plus rodés, un peu plus agressifs, mais en tout cas ce soir c'est passé pour lui. Très beau finish, bonus mérité et moi j'aime bien l'équipe de Jacques Shore, je trouve que c'est une équipe qui fait du très bon boulot, donc du coup voilà, je suis content pour eux aussi de manière générale. Ensuite à la question Jonathan Diniz est-il prêt pour le top 10 de l'UFC, Marcin Tybura a répondu non. Bonne performance du Polonais, j'ai pas exactement compris quel était le plan d'action pour Diniz, je l'ai pas trouvé très malin, il a fait beaucoup de mauvais choix, il aura pas eu l'occasion de dérouler son plan, j'imagine. Il s'est un peu plaint de l'arrêt du combat, pour moi c'était un arrêt plutôt justifié et de toute façon on est à New York et donc la commission de New York ne veut pas de massacre et de bain de sang, donc du coup c'était un peu évident que ça allait être arrêté. Peut-être que ailleurs le combat aurait continué mais ça avait pas grande importance, pour moi il était complètement dépassé. En ce qui concerne Tybura, il continue de faire son taf, il bat les jeunes prospects, il aura toujours du mal contre les mecs mieux classés que lui, mais bon voilà, une victoire, une défaite, il est là où il est, jusqu'au moment où ça passera plus parce qu'il sera un peu plus vieux. C'est un peu difficile de lui trouver un adversaire pour le prochain combat. Voilà, si je devais jeter un pavé dans la mare, je dirais que Curtis Blade par exemple, il a besoin de se relancer, donc peut-être que c'est une bonne option. Après voilà, il commence à avoir affronté un peu tout le monde là honnêtement, donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas bonne performance de sa part, solide, il a fait le taf, il y a rien à redire. L'arrêt, certains peuvent dire que l'arrêt est un peu tôt, mais je crois pas, je crois que je voyais pas un retournement de situation arriver en tout cas, donc je pense que l'arrêt était justifié. Très bonne performance de sa part. Celui qui a pas fait une bonne performance du tout, c'est Jonathan Martinez par contre. J'ai vu quelqu'un dire qu'il avait l'air d'être complètement brisé mentalement au début du combat et je dois dire que je suis plutôt d'accord avec ça. Si je devais faire les analyses de comptoir un peu, j'ai presque le sentiment que Caldo lui a un peu cassé sa confiance en lui. Pour le dire très clairement, il a absolument rien fait des 2 premiers rounds. Là où Marcus Magui par contre, il a fait un super combat, une super entrée. Là j'avais tort sur les pronos. Marcus je le trouvais un petit peu limite, mais là putain, performance de patron, il a fait parler son volume, il était très logiquement en avance à l'entrée du 3e round. Il a survécu à un sursaut de Martinez qui nous a un peu démontré que le fight IQ était un peu négatif. Les low kicks ont commencé à peser, moi je pensais qu'ils allaient commencer à peser plus tôt, c'est ce que j'ai dit dans la preview, mais là dans le 3e il a commencé à faire très mal et il a perdu 2 minutes à essayer de faire du clinch. C'était un peu incompréhensible, sachant que Marcus avait clairement montré les premiers signes que ça commençait à affecter ses jambes. Petit sursaut encore à la fin du round, c'était trop tard, Marcus était en avance, il a gagné le combat très logiquement à la décision. Il devrait faire son entrée du coup dans le top 15 puisque Jonathan était classé et ça va commencer à être très sérieux pour lui au niveau d'opposition, mais de toute façon c'est un mec qui est déjà âgé, donc il a plus l'âge de se roder, là il faut y aller s'il veut aller au sommet, c'est comme ça. Très belle performance de sa part, très impressionné et bravo à lui. Très mauvaise performance de Jonathan Martinez, d'abord sur le reculoir, ensuite complètement ahuri et stupide dans ses décisions, donc voilà, félicitations à Marcus Magui, très beau combat. On passe sur la carte principale à Mauricio Ruffi contre James Longtop. Il faut lui donner le crédit qu'il mérite.
Il est pas venu pour se laisser abattre. Beaucoup de respect pour lui. Il a été vaillant. Il a pris un bouillon notamment dans le second round, mais il est revenu pour un super troisième round. Je crois que le premier était beaucoup plus serré que les gens le pensaient. Je pense que James, il est arrivé beaucoup plus prêt et frais que les gens le pensaient. J'ai quand même donné les 2 premiers à Mauricio Ruffi, mais voilà, je pense qu'il a surpris beaucoup de monde, James. Ruffi, un peu moins de volume que prévu. Il a probablement d'ailleurs moins touché que Long Top, mais il a été très précis dans les 2 premiers rounds, explosif, avec beaucoup de puissance. Quand il touche, on sent que ça fait beaucoup plus mal que quand le Long touche. Il a eu ce knockdown dans le deuxième. Il a ralenti dans le troisième, Ruffi. Alors, est-ce qu'il était fatigué ou est-ce qu'il a un peu joué tactique en attendant un peu une erreur de Long Top pour contrer, je sais pas trop. En tout cas, Long Top, lui, il a pas arrêté d'aller de l'avant. C'était très impressionnant, honnêtement, beaucoup de résilience. 3e défaite en 3 combats, cependant, voilà. J'aimerais bien que l'UFC lui en donne un dernier parce que là, il est venu en short notice et il a fait une grosse performance, mais on verra bien, voilà. J'espère qu'il sera pas cut parce que, encore une fois, les gens qui perdent leur travail, c'est pas très marrant. Pour Mauricio Ruffi, on va continuer à aller de l'avant. Il a call out Benoît Soindny. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'il méritait pas encore ce combat, mais comme on sait tous, si l'UFC a envie de pousser un gars, le gars sera poussé. Donc c'est pas une demande hallucinante selon moi. Je pense qu'il a un peu analysé les dynamiques du truc et donc il s'est dit que parmi les adversaires, les gars classés, celui qui avait probablement le plus de chances de devoir défendre son classement, c'était Benoît, donc il a demandé le combat. Pour moi, c'est plutôt intelligent. Après, est-ce que les calendriers vont s'aligner? Est-ce que l'UFC veut pas plutôt relancer Benoît dans un combat un peu plus discret contre un mec qui a un peu moins de hype? Bref, voilà, plein de choses à voir, mais en tout cas, Ruffi et sa team, ils vont continuer à faire parler d'eux, c'est une certitude. Les succès continuent à s'enchaîner. Je les trouve pas infaillibles, il y en a beaucoup dans le lot que je trouve pas infaillibles d'ailleurs. Je trouve que à part Caio Borralho, ils ont pas beaucoup prouvé pour l'instant, même s'ils font des bonnes performances, ils ont pas encore affronté de très haut niveau. Mais en tout cas, voilà, Ruffi, il a gagné, il y a pas de souci. Pour moi, il prend les 2 premiers, il perd le 3e, mais voilà, victoire par décision. On passe ensuite au pneu crevé de la soirée, Bonical contre Paul Craig. Je vais pas adoucir le sujet, c'était pas un bon combat. Ça s'est exclusivement déroulé en striking et ça a vraiment donné l'impression d'un affrontement de faible niveau. Je crois pas que Bo ait envoyé le moindre jab du combat. Il a gagné les rounds 2 et 3 selon moi assez largement, enfin pas largement mais c'était assez clair. Le premier est débattable, notamment parce que même si le nombre de coups était relativement équivalent, il a fait beaucoup plus mal, il a été plus précis et surtout il avait le contrôle de la cage et il menait le combat, ce qui compte. Le problème, moi j'ai dit tout le bien que je pense de Paul Craig dans la preview, donc du coup j'ai pas du tout trouvé que c'était une performance convaincante de la part de Bonical. Je pense que c'est le cas de tout le monde, hein. J'ai pas inventé l'eau chaude là. J'ai par contre aimé que sa stratégie à Bo ça a été d'aller au corps pour faire douter Paul et attendre un réflexe de sa part pour envoyer l'overhand, mais ça a pas marché. Il a fait ça dès le début, ça n'a pas marché, il a continué d'attendre que ça marche, alors ça a duré 15 minutes. Du coup ça a donné un petit combat un peu décousu, même complètement éteint par moment. Tout le monde était très mécontent. Un Américain qui se fait huer au Madison Square Garden, c'est quelque chose, hein. Donc c'est pas un bon combat, c'est un mauvais combat même, faut le dire. Victoire pour Bo cependant, toujours invaincu. J'étais pas convaincu avant ça, je suis toujours pas, il y a même plus de doutes que de certitude maintenant. Comme je l'ai dit dans l'intro, le combat a failli venir à bout de mon sommeil, j'ai failli m'endormir devant, mais je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui maintenant. Il a besoin de temps pour progresser, mais le mec est très exposé, il est sur des très gros pay-per-view, l'UFC protège ses gars, mais cette protection elle dure jamais une éternité. Il y a un moment où il y a un test, il y a un moment où ça l'envoie contre un gars costaud. Selon moi, on s'approche de ce moment-là pour Bo, donc faut voir ce que ça va donner pour la suite, mais terrible combat. À oublier, pas une bonne performance. Il a vraiment eu l'air d'un mec que Jack Emerson pourrait battre, quoi. Ou Joe Pyfer, ou les mecs comme ça, Chris Curtis. Il y a des mecs bien meilleurs que Paul Craig chez les poids moyens, largement, une bonne vingtaine, donc au moins. Donc voilà, pas convaincant. Pour un mec qui prétend pouvoir battre Khamzat Chimaev, c'est pas très convaincant. On passe au co-main event, Charles Oliveira contre Michael Chandler 2, la revanche. Ça a été au bout des 25 minutes. Je pensais pas que ça irait au bout des 25 minutes. L'histoire du combat, c'est tout de même à peu près 22 minutes de domination d'Oliveira et un petit sursaut d'orgueil saupoudré de coups à l'arrière du crâne de Chandler à la fin du combat. Super performance d'Oliveira en contrôle, c'est pas précipité pour obtenir le finish. On a senti que voilà, l'expérience du très haut niveau elle est ancrée en lui maintenant, il fait plus d'erreurs bêtes, il sait comment gagner un combat, il reconnaît quand il est dans une position dominante, il l'utilise au maximum et il essaye de pas tomber dans le piège de Chandler qui a un peu envie d'embarquer tout le monde dans un combat très brouillon. Il a assez clairement gagné les 4 premiers rounds, donc à l'entrée du 5e, Chandler avait besoin d'un électrochoc pour remporter le combat et il a failli l'avoir. On l'a tous ressenti, il y a eu 4-5 secondes où tout le monde s'est un peu tué et il y a eu silence dans la maison. On a cru que Chandler était sur le point de le finir, faut être honnête, coup à l'arrière du crâne et compagnie bien sûr, mais Charles a tenu quand même. Combat en contrôle globalement, aucun suspense à la décision, on savait qu'il avait gagné. J'aime bien moi cette version d'Oliveira, honnêtement, plus patient, toujours divertissant, mais on le sent plus mature et moins prêt à prendre des risques inutiles. Est-ce que c'est suffisant pour redevenir champion? Je crois pas, en toute honnêteté, mais en tout cas il a été très appliqué ce soir. Le 5e round est top, il vaut le coup d'être vu honnêtement, et je pense qu'il va attendre ce combat qu'on attend en janvier entre Makhachev et Tsarukyan, et j'imagine qu'il devrait obtenir une chance à la ceinture après, puisque les dynamiques de la division des poids légers ne bougent pas tant que ça finalement, donc il est encore numéro 3 pour l'instant. On passe au main event et si je suis honnête, c'était pas simple à regarder. J'avais peur que Stipe ait pas l'air en forme.
Et il a vraiment pas eu l'air en forme, il avait l'air même plus en mauvais état que je le pensais qu'il serait. Il avait l'air très lent, sans force dans les coups et complètement dépassé par Jones, qui n'avait pas exactement l'air exceptionnel non plus. Jones l'a battu assez largement. Si certaines personnes veulent suggérer que le second round était serré, pourquoi pas, parce que c'est vrai, Stipe a eu ses moments, mais en soi, pas vraiment de dangerosité vraiment ressentie. Il y avait une classe d'écart, il y avait une classe de fraîcheur d'écart de niveau. J'ai eu l'impression que Stipe, à un moment même, il n'avait pas vraiment envie d'être là, honnêtement. Il a presque semblé soulagé à la fin du combat quand il prend sa retraite, quand il annonce qu'il prend sa retraite, c'est vraiment, on sent qu'il se libère d'un truc quoi. Jones a touché au corps tout au long du combat, il l'a fini avec un coup de pied retourné vicieux, très très bien planté, là il a vraiment enfoncé son pied dans son corps, c'était vraiment un super finish. Victoire logique de John Jones, c'était un petit peu joué à l'avance, avec tout le respect que j'ai pour Stipe. J'ai quand même eu le sentiment que c'était un combat extrêmement lent, je vais pas m'infliger la douleur de comparer avec Aspinall parce qu'on sait maintenant qu'on n'aura pas ce combat probablement, mais je continuerai de l'affirmer que je pense qu'à ce moment-là de sa carrière, John Jones perd contre Aspinall, qui est selon moi trop rapide et trop dynamique pour lui, et c'est la raison pour laquelle il veut pas l'affronter selon moi. Dana a aussi fermé la porte à un combat entre Jones et Pereira, enfin à moitié parce qu'on sait que voilà, Dana White il dit ce qu'il dit, mais je comprends un peu sa logique même s'il veut pas le dire. John Jones et Alex Pereira, c'est deux grosses stars de pay-per-view, mais si John Jones bat Alex Pereira et prend sa retraite, tu perds un peu tout en même temps, donc c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai pas été convaincu par le combat. Après, il faut aussi dire, John, il a eu l'air relativement lent, mais parfois il y a des combats qui sont juste comme ça, tu domines l'affrontement et puis il y a un faux rythme qui s'installe. Le combat est lent, t'as l'air lent, mais voilà, il avait l'air beaucoup plus dynamique contre Gann et même s'il y a eu une blessure, un truc, tout ça entre temps et que l'âge commence nécessairement à se faire ressentir, j'exclus pas quand même que contre un adversaire qui force un combat un petit peu plus dynamique, on est droit à un John Jones un peu plus dynamique. Là, je pense qu'il a contrôlé le combat, il savait plus ou moins ce qui était en train de se passer, ce qui allait se passer, et voilà. Ce que je veux dire sur cette carte de l'UFC 309 pour finir, comme j'ai un peu dit dans l'intro, malheureusement je crois pas que ce soit une carte dont on se souviendra longtemps, je crois pas que ça ait fait bouger grand chose. Oliveira était déjà le numéro 3 de la division, John Jones, et on savait déjà qu'il allait battre Stipe et puis que ça allait pas faire avancer grand chose sur la suite de la dynamique des divisions des poids lourds. La hype de Bonical, elle a pris un sérieux coup hier soir. Rufi, il a fait un bon combat, mais on attendait beaucoup mieux de sa part honnêtement. Après il y a Oban Elliott qui a fait un bon combat, Jim Miller qui a eu une belle victoire. Donc voilà, il s'est quand même passé des choses, mais globalement je suis pas sûr que ce soit un pay-per-view qui va faire date et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous de la soirée en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et en tout cas nous on se reparle très bientôt les gars. Prenez soin de vous. Salut.